L'ordinateur, c'est un objet qu'on utilise tous les jours, mais qui, avouons-le, peut parfois sembler un peu magique, un peu mystérieux. Aujourd'hui, on va soulever le capot, pas avec des outils, non, mais avec des mots simples pour vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on part ensemble pour démystifier la machine? Allez, c'est parti. Alors voilà ce qui nous attend. On va commencer par un peu de poésie en découvrant d'où viennent les mots qu'on utilise. Ensuite, on distinguera bien le corps de la machine de son esprit. Après ça, on plongera vraiment au cœur du réacteur pour voir les pièces maîtresses. Puis, étape cruciale, on verra comment rester en sécurité avant de finalement s'ouvrir au monde entier. Un joli petit voyage en perspective. Commençons par le tout début, les mots. On les emploie sans arrêt, mais leur histoire est souvent bien plus surprenante qu'on ne l'imagine, et elle nous en dit long sur notre rapport à la technologie. Prenez le mot informatique par exemple. On pourrait croire qu'il a toujours existé, mais pas du tout. Il a été inventé en 1962 par un certain Philippe Dreyfus. C'est tout simple, c'est la contraction de information et automatique. Et c'est une définition parfaite, non? C'est exactement ce que fait un ordinateur. Il traite de l'information, mais de façon automatique, logique et efficace. Mais alors, pour le mot ordinateur, l'histoire est encore plus folle. En 1955, la société IBM trouvait que le mot calculateur était un peu basique. Ils ont demandé à un professeur de lettres, Jacques Perret, de trouver mieux. Et il a proposé ordinateur, un très vieux mot qui à l'origine voulait dire Dieu qui met de l'ordre dans le monde. C'est incroyable, non? On a donné un nom quasi divin à une machine de pure logique. Bon, maintenant que les mots sont un peu plus clairs, parlons de la bête en elle-même. Pour bien comprendre un ordinateur, il faut retenir une chose essentielle. C'est un système en deux parties. Il y a une partie qu'on peut voir et toucher, et une autre totalement invisible, mais tout aussi importante. Et cette grande distinction, c'est ce qu'on appelle le hardware et le software. Le hardware, c'est le matériel. C'est simple, c'est tout ce qui est physique, l'écran, la souris, la machine elle-même. On peut dire que c'est le corps. Le software, à l'inverse, ce sont les logiciels, les programmes, bref, toutes ces instructions invisibles qui disent au matériel quoi faire. C'est l'esprit. Et bien sûr, l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Prenons un exemple très concret de hardware que tout le monde connaît, l'ordinateur Tour. Ces gros boîtiers verticaux sont très courants et pour une bonne raison. Ils sont super faciles à ouvrir. Et ça, c'est génial, parce que ça veut dire qu'on peut changer une pièce, la mettre à jour, pour rendre la machine plus puissante au fil du temps. Bien sûr, la tour, ce n'est pas la seule option. Il y a aussi le format desktop, un boîtier à l'horizontale qui se glisse plus facilement sous un écran. Et puis, la star, l'ordinateur portable ou laptop. Son immense avantage, c'est la mobilité évidemment. La contrepartie, c'est que tout est tellement compact à l'intérieur que c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible de le faire évoluer. Allez, on a vu l'extérieur, maintenant on ouvre le capot. On va jeter un œil à l'intérieur pour découvrir les quelques composants vitaux qui font que tout fonctionne, le vrai cœur de la machine. Pour que ce soit facile à retenir, le plus simple, c'est d'utiliser des analogies. D'abord, il y a la carte mère, c'est un peu la colonne vertébrale. Elle connecte tout le monde ensemble. Ensuite, le processeur, le fameux CPU, c'est le cerveau, celui qui réfléchit et exécute les ordres. La mémoire vive, ou RAM, c'est comme un établi, c'est l'espace de travail temporaire, pour ce qu'on est en train de faire là, maintenant. Et enfin, le disque dur. Ça, c'est la grande armoire de classement où tout est stocké pour longtemps, même quand on est un ordinateur. Alors, comment tout ce petit monde s'anime quand on appuie sur le bouton? Eh bien, d'abord, l'alimentation électrique envoie du jus partout. Immédiatement, le cerveau, le processeur, se réveille. Il fait un petit check-up rapide pour vérifier que tous les organes sont bien là et fonctionnent. Et une fois que c'est bon, il va chercher le système d'exploitation, par exemple Windows, dans l'armoire de classement, le disque dur, et il l'installe sur l'établi, la RAM. Et voilà, la machine est prête à travailler. Ok, notre machine est là, on commence à bien comprendre comment elle fonctionne. Mais avant de faire quoi que ce soit d'autre, il y a une étape absolument cruciale, la sécurité. Avant même de se connecter au monde, il faut ériger quelques remparts. On entend ce mot partout, virus. Mais au fond, c'est quoi un virus informatique? C'est tout simplement un petit programme malveillant qui est conçu pour s'infiltrer dans un système sans y être invité, un peu comme un microbe. Et son but, c'est souvent de se propager et de causer des problèmes. En réalité, le mot virus, c'est un peu un terme générique qui cache plein de sales bêtes différentes. Il y a les vers qui se répliquent à l'infini pour paralyser les réseaux, les logiciels espions, ou spyware, qui se cachent pour voler des informations personnelles, les chevaux de Troie, qui se font passer pour des programmes utiles, mais qui cachent un code malveillant, ou encore les keyloggers, très discrets, qui enregistrent tout ce qui est tapé au clavier, y compris les mots de passe.
Face à cette ménagerie, il faut savoir que la meilleure des protections, c'est la prudence. Brancher une clé USB trouvée dans la rue ou cliquer sur le lien d'un email un peu bizarre, c'est un peu comme laisser sa porte d'entrée grande ouverte. La première barrière de sécurité, c'est d'être vigilant et bien sûr d'avoir un bon logiciel antivirus qui soit toujours à jour. Et un antivirus, au fait, comment ça marche? C'est assez simple à imaginer. C'est comme un agent de sécurité à l'entrée d'un bâtiment. Il a un énorme carnet avec les photos de tous les individus malveillants connus. Il va donc vérifier l'identité de chaque fichier qui essaye d'entrer ou qui se trouve sur l'ordinateur, et si un fichier ressemble à une des photos de son carnet, hop, il l'isole immédiatement en quarantaine pour qu'il ne puisse faire aucun dégât. Bon, ça y est, notre ordinateur n'a plus de secret. Il est bien protégé. Il est donc temps de passer à l'étape la plus fascinante, le connecter au plus grand réseau d'informations que l'humanité ait jamais créé, Internet. Et l'histoire d'Internet est assez dingue. Tout a commencé non pas dans un garage en Californie, mais en pleine guerre froide. En 1957, les Soviétiques lancent le satellite Sputnik, c'est la panique aux États-Unis. L'armée américaine crée alors un projet, ARPANET, avec un objectif très précis, créer un réseau de communication qui pourrait résister à une attaque nucléaire. Et ce réseau militaire lancé en 1969, c'est ni plus ni moins que l'ancêtre d'Internet. Pour pouvoir naviguer sur cet océan d'informations, il faut un vaisseau. Et ce vaisseau, dans notre monde numérique, c'est une application bien spéciale qu'on appelle un navigateur web. C'est notre porte d'entrée personnelle pour explorer le monde en ligne. Des navigateurs, il en existe plusieurs. Les plus connus aujourd'hui sont probablement Google Chrome et Mozilla Firefox. Ce ne sont que des logiciels qu'on installe sur son ordinateur et qui permettent tout simplement de surfer sur le web. Et puis, bien sûr, il y a Microsoft Edge. Lui, c'est le navigateur qui est déjà intégré par défaut dans les versions récentes de Windows, qui reste le système d'exploitation le plus utilisé sur les ordinateurs personnels dans le monde. Et voilà, le tour d'horizon est terminé. On est parti des mots, on a exploré la machine, on a appris à la protéger et on l'a connectée au monde. Maintenant que cet outil est, je l'espère, un peu moins intimidant, une toute nouvelle question se pose. Avec ce pouvoir à portée de clic, quelle sera la première chose à explorer ?